Stéphane, l'homme à tout faire de Tiga. Je suis comme infirmier de l'île et puis je m'en occupe un peu du service PTT, opérateur radio et puis un peu de la météo aussi. Maré est pourtant l'île la plus proche de Tiga, mais Lifou l'emporte sur le plan administratif, car Tiga dépend du Lessi, le district du grand chef Boula, et le syndic se trouve à Lifou. Il y a combien d'avions par semaine entre Douméa et Tiga? Nous avons 2 avions par semaine, une fois le jeudi et une fois le samedi. En plus de la liaison inter-île d'Erkal, il y a un bateau qui touche le village régulièrement, dans des conditions difficiles pourtant car il lui faut mouiller juste à l'extérieur de la passe. Voilà pour l'apport extérieur. Reste à savoir ce qu'il y a à Tiga, de quoi vivent ses habitants. Louis Courianet nous l'explique. De leur culture, de l'igname. Et ça, surtout les cultures traditionnelles. C'est ça. Et puis un peu de poisson en faisant la pêche aussi. La pêche au dawa, la pêche au thon, à la langouste ou la pêche au poulpe, spécialité de l'île. Le tout dans un lagon superbe, aux 1001 grottes, comme ont pu le constater les amateurs de plongée. Et puis on chasse à Tiga, mais rassurez-vous, on ne tire pas les albatros. On tire plutôt les biquettes. Il y en a près de 3000 dans cette île. Elles sont sauvages et paraît-il savoureuses. D'abord cultivateurs, mais aussi pêcheurs et chasseurs, les gens de Tiga se sentent un peu à l'étroit au bord de mer. C'est pourquoi ils envisagent de construire un second village sur le plateau cette fois. Un second village qui serait ainsi plus proche du premier site de Tiga et surtout plus près des champs. Quel est le gros problème de Tiga? Alors, le gros problème, c'est surtout l'eau. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de source sur l'île? Oui, il n'y a pas de source. Mais tout le monde pense à Tiga qu'il y a une nappe souterraine. Est-ce que vous croyez que les gens de Tiga sont heureux de vivre à Tiga? Ah, ils sont très heureux de vivre chez eux. Mais l'événement, c'était bien sûr l'offrande des ignames nouvelles au chef de la tribu. Ignames que l'on dégustera pendant 3 jours, symbole de la vie coutumière et de la hiérarchie des clans. Une fête des ignames que beaucoup voudraient voir devenir un jour férié pour que tout le monde puisse participer à ce qui constitue l'événement le plus important de l'année pour la vie d'une tribu. Bel ensemble architectural, le nouveau collège de Tadine, situé en plein centre du chef-lieu de l'île, a été construit selon une conception traditionnelle. À quelques minutes de l'inauguration officielle, les ouvriers de l'entreprise Robillard mettaient encore la dernière main sur certains bâtiments encore inachevés. Toiture non finie et dernière peinture sur les murs. À 10h, arrivée du délégué du gouvernement et du vice-recteur, Edgar Pisani et Michel Vidal sont accueillis par des jeunes filles qui leur remettent des couronnes de fleurs. Le ministre salue ensuite les autorités coutumières de l'île et se fait présenter le corps enseignant composé de 12 professeurs. C'est sous la conduite du principal du collège Jean-Marie Pinguet que Edgar Pisani visitera les installations intérieures du bâtiment scolaire. Une salle de cuisine bien équipée, 2 dortoirs d'une capacité de 90 lits chacun pour accueillir les 180 pensionnaires inscrits pour cette rentrée 85. Un 3e dortoir est en voie de finition. Moment important de cette journée, la première rencontre entre les délégués du gouvernement et Nidoïch Naïslin, le leader du LKS, arrivé avec quelques minutes de retard au collège. Après la chorale d'accueil de Wabao, c'est au maire de l'île que revient le droit d'accueillir les personnalités invitées.
À 11h, arrivée de M. Wema Delin et Denis Milliard, respectivement ministres de l'Enseignement et du Travail. M. Delin, après avoir remercié tous les artisans de cette réalisation, exprimera son souhait pour cette première rentrée 85. Mon souhait, c'est que les jeunes réalisent devant cet ensemble que c'est un outil qui est fait pour eux et qu'ils doivent se sentir motivés, qu'ils se prennent en charge pour que demain on puisse trouver les hommes dont on a besoin. Voilà, 100 ans. Bien mangé. Netché, une tribu au nord-ouest de Marais, était en fête le week-end dernier pour honorer son petit chef, Tchawa Kwanene. Tchawa Kwanene qui s'est vu remettre dans le cadre du 11 novembre une décoration des mains d'André Valentini, le chef de la subdivision des îles Loyauté. Avant de remettre sa décoration au petit chef Kwanene, André Valentini a rappelé la vie ô combien exemplaire du récipiendaire devant les habitants de la tribu. Tchawa Kwanene, un ancien combattant des forces françaises libres, homme d'action épris de justice et de liberté, homme de tolérance, Tchawa Kwanene, soulignera l'administrateur des loyautés, est un exemple à suivre. Pour célébrer l'événement, tout a été préparé pour recevoir dignement les invités venus de partout, partager la joie du petit chef Kwanene, qui s'est vu décerner la plus haute distinction après la Légion d'honneur.
Quelle est la position d'un notable de la grande chefferie? Bien, pour moi, personnellement, le développement, c'est quelque chose, il faut s'en occuper. Parce que c'est le seul moyen, surtout dans une île comme Marais, qui n'a pas d'autres ressources que la terre et le petit élevage. Donc, quand vous parlez de développement, c'est l'agriculture et l'élevage. Est-ce que vous pensez que les ressources de l'île ont besoin d'être améliorées? Eh bien, bien sûr, les ressources de l'île doivent être améliorées et puis aidées aussi. Voilà. Ok. Cigarette 1630, il est rodel. 612, 1630, il est rodel. Alors, pour son deux, Vendredi soir, aéroport de Magenta. Au milieu des passagers en partance pour La Roche, une trentaine de personnes ne sont pas du tout originaires de Marais. Certains viennent de Nouméa, d'autres de l'intérieur et d'autres encore des pays de la région. Et ce, pour un week-end entièrement en milieu mélanésien. Quelques moments d'impatience dans la TR42 et puis les premiers paysages de Marais, destination le petit village de Tours. Pour les touristes, quand ils arrivent ici, la première des choses, on explique qu'on veut avoir des contacts avec eux. Et on les a fait venir ici pour qu'ils sachent comment on vit, quoi. La première des choses, on a remarqué quand ils sont dans les cases, ils sont vraiment à l'aise. Hein. Parce que quand à Nouméa, ils sont dans des maisons
Dur, quoi. Ils vivent à l'européen, quoi, nous-mêmes. Quand ils arrivent ici, on essaie de les faire dormir dans les cases et tout pour qu'ils sachent comment on vit, quoi. C'est surtout ça. C'est pourquoi, à chaque fois, ils disent qu'ils sont à l'aise parce qu'ils sont considérés comme des gens de la tribu, quoi. Et la tribu de Touo, la voilà, 4 clans placés sous l'autorité du petit chef Maemoniane, lui-même dépendant du grand chef Naïsline. En définitive, c'est toute cette communauté qui a décidé de recevoir le groupe de touristes. C'est une approche originale, priorité au contact, aux échanges et au partage. Et si l'accueil est chaleureux, il est resté cependant très simple, pour ne pas dire naturel. Pour la tribu, la formule permet un désenclavement économique certain. Et pour les touristes, tout est découverte. Pendant un week-end, ils vont oublier Nouméa, la voiture et le bureau et vivre autrement, connaître autre chose. J'ai surtout rencontré des Mélanésiens chez eux, ce qui est rare et ce qui est indispensable. Sur le plan de l'accueil, du confort, il n'y a pas de problème particulier? Non, c'est très bien. Il faut savoir oublier sa vie de Nouméa pour pouvoir justement s'intégrer ailleurs. Et ça pose pas de problème de venir en famille? Non, pas du tout. Les gosses sont ravis, au contraire. Ils sont contents et ils veulent plus repartir. Développement des tribus d'un côté, rencontre entre les hommes de l'autre, une formule de tourisme finalement très adaptée pour notre pays. Maré, l'une des 4 îles Loyauté. En langue, on l'appelle Nengoné. Comme ses voisines, Maré est née d'anciens volcans engloutis. Maré, c'est l'île plus, la plus australe, la plus élevée, la plus verte, la plus ancrée dans sa coutume, ses traditions, ses superstitions, ses légendes et, dit-on, la plus secrète. La plus froide aussi. Il n'est pas rare que le thermomètre affiche moins de 10 degrés en hiver. En revanche, elle n'est ni la plus grande, ni la plus peuplée. Sur ses 650 km² vivent plus de 7000 personnes, la plupart dans l'une des 29 tribus. Bonsoir. Pour commencer cette nouvelle étape en commune, je suis avec mon ami Newatts. Alors je vous le présente, ici à Maré, on l'appelle Joneki. Il n'y en a plus beaucoup, hélas. Et pourtant, à travers lui, c'est toute l'histoire de Maré qui défile. Joneki, c'est l'un des derniers liens entre le passé et le présent. Oui, mais qui a tenu banesonoret. Il y a un homme qui crapa banesonoret sécurité n'aurait bonjour manatale. De que cadio ginome, je pas mieux de que cadio je haran quoi natale massage. Pas de chance aujourd'hui pour Newatts, c'est à lui de bosser. C'est comme ça chez Henri Wadra qui a organisé un roulement quand un de ses ânes travaille, les autres se reposent. Les ânes à marée ont toujours fait partie du quotidien des agriculteurs, en tout cas depuis que les missionnaires l'ont introduit sur l'île. Un animal docile, rustique, résistant, un pied très sûr, tout cela l'a destiné tout naturellement au transport des produits agricoles. Mais voilà, à Maré aussi, il y a la modernisation. De plus en plus de voitures et l'âne n'a plus la cote. 42 ânes seulement recensés sur Maré. L'espèce est en voie de disparition, conséquence aussi de la consanguinité des animaux. La province essaie d'assurer un suivi technique et sanitaire chez les éleveurs. C'est le cas ce jour-là chez Henri Wadra. Vous venez comme ça souvent sur le terrain pour voir ce qui se passe? Bah oui. Je passe souvent ici chez le tonton pour voir un peu l'état des ânes, quoi. Parce qu'en ce moment, il y a toujours une épidémie qui vient d'arriver il n'y a pas longtemps. On le voit souvent sur les pattes. On vient presque toutes les semaines pour les soigner, quoi. Henri Wadra a 4 ânes et fait exceptionnel, une naissance en février. Le petit dernier s'appelle Émile, mais il est encore trop jeune pour travailler. C'est donc Newatts et son propriétaire qui vont ce jour-là sur le champ. Celui-là n'est pas très loin de la maison, mais parfois pour d'autres, il faut parcourir jusqu'à 15 km.
L'igname, plus qu'un légume, un symbole presque du sacré dans la communauté kanak. Et à Maré, on est très fiers de ces ignames qui peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres de long et peser jusqu'à 50 kilos. D'où, on le comprend mieux, la nécessité de ces ânes. Ritoto, yo so kodrau se ritoto, jo anu inameneng, bane kodrau nieni. Ka yo se oreta produit ta légumes, bane ni to salemon, bane no mumane, sono inameneng. Melei ore ni dia chelo doneki. Ni ji tiroi, kinumu tiroi, peni, melei fan wene doneki. Et c'est parce qu'ils sont si précieux depuis des générations que des hommes se battent aujourd'hui pour leur survie. Il y a en projet la création d'une association des éleveurs et puis peut-être bientôt à Maré, l'organisation d'une journée consacrée à l'âne. On l'évoquait il y a un instant, le lien entre le passé et le présent. Et bien justement, c'est un peu ce que font les anciens d'une association de Maré qui apprennent aux enfants des jeux traditionnels aujourd'hui oubliés, mais qui pourtant appartiennent au patrimoine de l'île. D'un côté, des tout jeunes, de l'autre, des anciens. Une image plutôt banale à Maré, sauf qu'en cette fin d'après-midi, les plus âgés ne disent pas des contes, mais se livrent à une démonstration de jeux traditionnels, la plupart du temps inconnus des enfants. Essayer d'apprendre aux jeunes, mais comment on a fait toujours ici, mais les jeunes, on dit, on n'a pas voulu de ces jeux-là parce qu'il y a les jeux nouvelles là. Là, les jeux, ça fait partie de la culture. Parce que nos vieux avant, c'est les jeux, ça. Ça, c'est la culture. C'est avec une liane que les équipes s'affrontent au tir à la corde. C'est avec des graines que les femmes jouent à une sorte de jeu de billes appelé le hanneau. C'est les fruits, quoi qu'une liane. Et ça pousse sur terre comme ça, puis on donne des fruits là, ça s'appelle les hanneaux. Mais là, je crois que sur le bord de mer, on ramasse sur le bord de mer. Le hanneau se joue sur le béno, la natte tressée. Le but du jeu étant de placer son pion au plus près du bord opposé. Et puis ce soir-là, les enfants ont droit à une troisième découverte, celle du jeu du canon. Le canon, c'est un nom français, quoi. C'était avant, parce qu'avec les bois, là, quand on tape, puis on tape comme ça, ça veut dire que c'est puissant, comme le canon, quoi. C'est pas pareil que le cricket? Non, c'est pas pareil. Ça ressemble, non? Oui, ça ressemble bien, mais c'est pas pareil. Ça, c'est l'autre sens, tu vois. Et les femmes jouent plus que les hommes? Oui. C'est nous, on est l'école missionnaire, tu vois, à La Roche. Puis tous les bonnes sœurs nous ont appris pour jouer ça. Et si le jeu du canon n'est plus enseigné dans les écoles, gageons que l'enthousiasme des anciens de Maré fera des adeptes parmi les jeunes. Comment venir à Maré et ne pas parler d'avocats? Alors par exemple ici ce sont des choquettes. Une taille impressionnante, n'est-ce pas? C'est à Maré, en effet, qu'est organisée chaque année la fête de l'avocat. C'était il n'y a pas longtemps la 7e édition. Et justement, le président du comité d'organisation de cette fête a une belle façon de le définir. L'avocat, je le définis comme un intellectuel, comme un jeune, un moderniste. C'est l'économie du pays. Et en plus, c'est un produit fragile, d'où un travail long et délicat sur le terrain. Sylvain Urégnier a son exploitation à Padaoua. Seul pépiniériste des îles Loyauté, il a débuté son activité il y a 11 ans et s'est vite spécialisé dans la production d'avocatiers. C'est un produit porteur, mais fragile, et qui réclame une longue attention. Les noyaux sont récupérés sur les fruits que je les sélectionne et là on les met à germer dans le germoir et une fois pendant 2 mois. Les graines sont prises du germoir et on les met maintenant on les met dans les pochons pour les préparer pendant 3 mois et les greffer au bout du 4e mois. On les greffe avec les variétés choisies qui sont commandées par les clients.
En gros, par an, il y a à peu près 2000 arbres qui partent de la pépinière. Vous avez une forte demande? En ce moment, oui, il y a une forte demande. Ouais, s'il vient de l'extérieur, de Lifou et sur la Grande Terre. Et Marais même, ouais. L'avocat s'adapte mieux au sol des îles Loyauté, moins humide que sur la Grande Terre. Avocat local ou importé des Antilles, du Mexique ou du Guatemala, quelques gros producteurs l'ont bien compris et se lancent aujourd'hui dans son exportation. Si le kilo se vend 200 à 300 francs sur les îles, il passe à plus de 500 francs, arrivé à Nouméa. Alors, si cet avocat de Marais est connu dans toute la Calédonie, il y a aussi à Marais une tribu dont la réputation n'est plus à faire. Est-ce justifié ou injustifié, un faux ou un tox? En tout cas, pour l'occasion, ce reportage est signé Elbazi Nuikone et Epilip Napsnuk. Je suis marié avec une femme de Wakwa, alors je connais leur manière de parler. C'est ça. Et c'est vrai, ils font tout à l'envers. Ouais. Oui, oui. J'adore quoi, elle fait au contraire. S'ils font tout à l'envers, c'est eux, c'est pas nous. Je n'ai pas vu de mes propres yeux, mais j'ai entendu parler comme ça. Il ne faut pas exprès. C'est inné, ça part tout seul. Il parle le contraire. Ils parlent le contraire. Ouais. Ils parlent à l'envers. Voilà. Et vous les comprenez alors? En Calédonie, qui ne connaît pas Wakwaroy? Des anecdotes sur le supposé comportement bizarre des habitants de cette tribu, on en trouve à l'appel. Seulement voilà, la plupart du temps, il ne s'agit que de rumeurs. On raconte ainsi que ceux de Wakwaroy se couvrent quand il fait chaud, mais se découvrent quand il fait froid, qu'ils allument la lumière le jour, qu'ils servent la soupe après le dessert, ou encore qu'ils chauffent le sirop à la place de l'eau du thé. Difficile de vérifier tout ça si l'on ne séjourne pas à Wakwaroy, car quand on y passe, rien ne diffère d'ailleurs et les jeunes, en tout cas, démentent. C'est pas vrai parce que des fois, eux, ils font le sens contraire aussi. Il n'y a pas que nous qui fait le sens. Mais non, non, c'est pas un peu bizarre. Nous, c'est la tribu à nous, c'est la tribu de... C'est vrai, c'est la tribu en envers, mais pas un peu en envers ou quoi. Toi, tu as jamais été témoin comme ça de choses un peu bizarres ici? Un peu avec mes cousins, parce que des fois, ils mettent les pulls pleins quand il y a le soleil. Mais... L'idée selon laquelle les Wakwaroy font tout à l'envers remonte à la nuit des temps. En fait, la tribu serait essentiellement composée de chefs coutumiers dont les sujets ont pour consigne de ne pas se comporter comme eux. Voilà pourquoi ceux de Wakwaroy auraient parfois des attitudes singulières. La rumeur, encore elle, prétend que c'est contagieux. À Marais, certains ont même inventé le mot Wakwaroytisme, devenu synonyme d'étourderie. Quoi qu'il en soit, en apparence, les Wakwaroy ne sont pas les derniers à en rire. Et puis il y a aussi une autre tribu à Marais qui se singularise, c'est celle de Menakou. Cette fois, pas de comportement étrange, mais plutôt une étrange chefferie. On est ici à la tribu de Menakou. Il y a à peu près 300 habitants. Menakou, c'est une tribu qui se trouve dans le nord-est de Marais. On est ici à la chefferie et j'ai été nommé comme petit chef depuis 3 novembre 1962. Et puis voilà la maison où j'habite et je suis toujours constamment ici à la tribu de Menakou, jusqu'à présent. La première pierre de cette incroyable maison a été posée le 18 juin 1973. Depuis, un ministre et 4 généraux s'y sont rendus, probablement tous intrigués par l'architecture de cette demeure unique à Marais. J'ai voyagé beaucoup. Et puis c'est pour ça, la raison pour laquelle ça m'a beaucoup développé l'esprit, pour avoir une idée pour construire une maison comme ça, quoi. Vous aviez besoin d'une maison si grande? 750 mètres carrés, je suis père de 8 enfants. Et maintenant, je viens d'avoir une 13e petit-enfant. Alors bon, vous savez, il faut donner la place à tout le monde. Vous êtes d'accord avec moi? Qu'est-ce qu'elle vous évoque, cette maison? J'étais en Inde aussi.
Et puis là-bas, vous trouvez que des maisons en arcade. Alors bon, et puis même en Italie aussi. Chez les Italiens, que des maisons en arcade, et puis c'est très joli. C'est pour ça, ça m'a donné l'idée de dire je vais essayer de faire comme ça, chez moi à Marais, à la chefferie de Ménacou. On a fait tout ça à la manière des Égyptiens à l'époque, quoi. Tirer avec de la corde pour monter du béton jusqu'à l'étage, avec des poulies. Huit ouvriers, aidés quand il le fallait d'une vingtaine d'autres, ont travaillé pendant 5 ans à la construction de la maison. On y dénombre pas moins de 24 pièces, dont une salle de réception en marbre d'Italie. Autour, les autres habitations de la chefferie de Ménacou sont plus conformes à ce que l'on connaît, mais Tchouki réfute tout symbole de domination sur ces sujets dans son choix de bâtir une telle demeure. Ils sont fiers de voir une belle maison comme ça dans leur chefferie. Mais ce n'est pas pour leur dominer, quoi. Les gens vous ont posé des questions sur le pourquoi, le comment? Oui, il y en a pas mal qui m'ont posé des questions. Je leur ai dit, qu'est-ce que vous voulez? Je préfère construire quelque chose comme un monument historique qui va rester comme un souvenir de mon passage sur Terre que de faire des bêtises. Enfin, bêtises, c'est-à-dire de ne rien faire, quoi. La légende raconte qu'ici, un guerrier poursuivi par ses ennemis franchit d'un seul bond cette crevasse large de 7 mètres. Ses poursuivants tombèrent tous dans le gouffre. Des légendes comme celle-là, il y en a partout à Marais. Dans certains endroits, on peut même les découvrir avec un guide. C'est le cas par exemple à Tchabadan sur la côte est ou entre Ténan et Raud dans le nord avec le sentier des ancêtres. En parcourant un sentier de Ténan à Raud, de tribus du nord de Marais, les non-initiés ont voyagé dans le temps des ancêtres. 30 minutes de marche pour découvrir croyances et légendes d'antan, telles que le lieu maudit ou le rocher à furoncle. Tu mets sur la feuille, tu enroules. À la fin, tu craches dessus et tu places dans un endroit où le caillou doit rester. Voilà, par exemple. Et tu dis, moi je voudrais qu'un furoncle pousse sur le bas du ventre ou derrière ou sur les cuisses de quelqu'un. Tu dis le nom. Voilà. Je voudrais bien que ça prenne. Aujourd'hui, le patrimoine hérité des ancêtres se dévoile peu à peu pour une compréhension mutuelle. Il est important que nos histoires soient connues et comprises par d'autres. Aujourd'hui, nous vivons ensemble. Alors pourquoi les cacher? Ça fait 4 ans que je suis sur Marais et je suis venu aujourd'hui en fait pour voir un endroit que je connais déjà un petit peu, mais pour apprendre des choses justement sur l'histoire plus que sur le paysage. Dans un paysage commun, ces histoires ancestrales marquent à leur manière la particularité de l'île et de ceux qui l'habitent. Après les contes et légendes, l'histoire. Alexandre Trimari, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes un passionné d'histoire, ça tombe bien, puisque nous allons parler ensemble de celle de Marais. Une histoire qui a été longtemps ponctuée par des guerres. Comment ça s'explique? Je dirais que l'arrivée successive des migrations a provoqué justement ce besoin de places dans l'île. Comme l'île était déserte, les gens vivaient au bord de mer, ils vivaient par la pêche et la cueillette. Alors, quand d'autres migrations arrivaient, avec de nouvelles technologies, avec ce qu'ils apportaient, par exemple la migration de l'igname, des tares, de la bananerie, ils ont besoin de place et ils sont obligés de pousser d'autres migrations avant qui étaient venues alors pour prendre. Alors justement, l'une de ces grandes migrations, ce fut celle des Élétoques. On les appelait, ça signifie tête aînée. C'est ça. Voilà, alors eux aussi, ils firent les frais d'une de ces guerres. C'était à la fin du XVIIIe siècle. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y avait eu vraiment des massacres très douloureux pour d'autres clans qui ont disparu complètement sur l'île, des déplacements des autres clans, des exilés même, qui a coûté la vie de beaucoup de gens qui ont... Qu'est-ce qu'on leur reprochait aux Élétoques? On leur reprochait, par exemple, moi j'ai dit, c'est la soif du pouvoir qui a... Et poussé par d'autres migrations
qui ont déjà une vision, des visions plus larges du monde, que ces gens-là ont fini par céder. Et alors aussi, hein, dans la série de ces guerres, il y a celle de la christianisation, c'est important aussi. Oui, je dirais, la christianisation, ça date du siècle dernier, ça fait pas longtemps. Et oui, ça rentre complètement dans cette... mais je dirais dans cette même idéologie qu'il y avait à l'époque des massacres. C'est la suite logique de ce qu'il y avait. Les gens ont toujours cette soif de domination sur les gens et que... Face à ces guerres, les Maréens ont toutefois mis au point, ont mis ensemble un pacte. Ils ont créé une constitution, je crois. Là, ça date avant même du massacre des Élétoques. Il faut remonter le temps, il faut remonter très loin si on parle d'après l'archéologie, de l'arrivée de la civilisation la plus tard, 3000, 4000 avant Jésus-Christ. Donc ça date de cette époque-là. Le pacte de Perorawa, c'est une des constitutions où, à la base, c'était la parole sacrée, où elle était garantie par le respect. Et dans toutes ces régies-là, la vie des Maréens. Très bien, Alexandre Trimari, merci beaucoup. Alors, l'une des traces de ces migrations successives, c'est la présence ici à Marie du boomerang, le même que celui des aborigènes d'Australie. Il fait aujourd'hui partie de l'histoire, puisqu'il n'est plus utilisé, il n'en reste d'ailleurs pratiquement plus. Seul demeure le souvenir dans la mémoire des anciens. Au centre culturel Yéwéné, vous ne verrez pas de boomerang dans les vitrines. Pourtant, cet objet a probablement été introduit à Marais au 19e siècle. À ce jour, on n'en recense qu'un seul exemplaire. C'est un vieux qui a fait ça, puis il m'a donné. J'ai utilisé ça avant, quand j'étais jeune. Pour, par exemple, à l'époque où on cultivait les ignames, à chaque fois qu'on revient à deux champs pour le débroussage, on taille un boomerang et puis on s'amuse comme ça avec. On joue avec. Compte tenu de sa situation géographique, Marais a souvent été une étape volontaire ou non sur la route des navigateurs océaniens. Le boomerang pourrait être un de leurs apports. Il se peut aussi qu'il date du blackbirding, époque à laquelle des Maréens ont été enrôlés sur des plantations de canne à sucre en Australie. Ça, ce sont des hypothèses qui restent à prouver maintenant. Mais je pense que bon, le boomerang est arrivé ici par le biais des échanges, quoi. Et que petit à petit, les Maréens se sont accaparés de la chose et qui, évidemment, ont servi pour autre chose que les aborigènes, quoi. Et là, je cite par exemple, le vieux, il parlait des champs d'ignames, mais je sais qu'à un moment, il y a un vieux qui m'a parlé de nettoyer les pousses d'ignames. C'est-à-dire qu'avec ça, bon, ben, ils le prennent et c'est un peu trop gros, mais ils le taillent l'igname pour sélectionner, si vous voulez, la pousse qui va être laissée, quoi. En langue de Marais, le boomerang se dit tsitsa, preuve qu'il a en tout cas fait partie du quotidien des Maréens, à un moment ou à un autre. Il y a aussi un autre domaine dans lequel on trouve des signes des migrations et du passage des pasteurs britanniques à Marais. Influence d'ailleurs définitivement marquée ici, puisqu'aujourd'hui, 80% des habitants sont protestants. C'est dans la langue, le nengoné, où à chaque coin de phrase, on trouve de vieux mots d'anglais. Spoon, sipoun et cuillère. Les i, c'est en anglais, puis les i, c'est en nengoné. Puis en français, c'est paresseux. Flower, falawa et farine. Bot, c'est en anglais. Bot, c'est en marais. Et bateau, c'est en français. Suka, c'est en anglais. Puis sugar, c'est en nengoné. Puis en français, c'est sucre. Oui, vous avez bien entendu, il y a des moments où anglais et nengoné font cause commune face aux français, mais ce en matière de vocabulaire seulement. Orthographe et prononciation sont parfois légèrement différentes, mais le calque est évident. Ce métissage linguistique prend sa source dans l'histoire de Marais. Les missionnaires sont arrivés pour évangéliser l'île de Marais. Donc avec eux, ils sont arrivés avec des choses
des animaux, comme on peut dire, et qui n'existaient pas ici sans Marais. Donc ils étaient obligés de trouver des mots assez similaires à leur langue, comme l'anglais. Donc vous voyez qu'en négoné, il y a des mots qui sont prononcés presque de la même façon que l'anglais, quoi. Alors, on sait à peu près combien il y a de mots d'anglais dans le vocabulaire nengoné? Non, pas du tout. C'est que ouais, c'est une infime partie de la langue nengoné. Pour les mêmes raisons historiques, les langues de Lifou et d'Ouvéa ont elles aussi absorbé quelques mots anglais. Pour autant, cela n'avantage pas les collégiens dans leur apprentissage de la langue de Shakespeare. C'est comme s'ils apprennent une nouvelle langue. Ils ne font pas de rapprochement avec la langue nengoné, ils ne font pas de rapprochement avec la langue française. Donc pour eux, il n'y a pas de relation, il n'y a pas de lien, quoi. Donc c'est une nouvelle langue qu'ils apprennent et c'est tout. Et alors pour nous, Européens, est-ce que c'est plus facile d'apprendre une langue comme le nengoné plutôt que d'apprendre une langue de la Grande Terre? Les Européens ont plus de facilité d'apprendre les langues mélanésiennes des îles parce qu'il y a justement ces mots importés qui font que ça facilite mieux l'apprentissage. Mais bon, c'est pas sur ces bases-là, pas sur ces mots empruntés qu'on peut connaître la langue nengoné. Alors avis aux amateurs, toutefois, et malgré l'avantage inné qu'ils ont sur nous, les petits Maréens ne se bousculent pas au cours de nengoné, ici au collège public de Tadine. Il n'y a pas que l'histoire à Marais, il y a aussi le présent avec des jeunes qui ont des initiatives. Tenez, prenez par exemple Georges et Alfred, deux frères qui ont appris de leur maman un vrai savoir-faire. Ils fabriquent des balles de cricket et ils sont les seuls à le faire à Marais. Ils ont de quoi faire compte tenu de l'engouement que rencontre ici ce sport traditionnel. La confection d'une balle de cricket, cela commence à chaque fois en pleine forêt. Ce jour-là, c'est Alfred qui s'y colle, histoire de donner un petit coup de main à son frère Georges, parti à Nouméa, livré à la Ligue, les balles déjà prêtes. Première étape, il faut donc saigner le banyan pour en récupérer la sève. Pas n'importe quel arbre, une seule espèce peut fournir la sève blanche, susceptible de fabriquer les balles de cricket. Okay. Là, vous voyez la sève, elle commence à couler. Bon, là, je continue. Je vais faire des petits... C'est un peu comme des escaliers. Le jus, il est là. Et là, c'est une route pour que le jus parte direct. En fonction de la météo, il faut près de 2 heures pour remplir une bouteille qui servira à faire au moins 3 balles. Dans cette étape, ça n'est finalement pas la technique la plus difficile, mais des petites bêtes qui sont bien embêtantes. Il y a beaucoup de fourmis. Il faut monter quand c'est sec. Il faut nettoyer avant de couper. Et le plus embêté, c'est les fourmis. Les fourmis, on ne peut pas travailler tranquillement quand il y a des fourmis. Une fois rentré à la maison, c'est la seconde étape, le séchage de la sève répartie sur du contreplaqué en bandes plus ou moins larges. En période de forte chaleur, il ne faut que quelques heures. Et c'est alors qu'intervient la confection, proprement dite, de la balle. Tu roules comme ça, tu sens déjà quand tu as un côté qui est un peu... qui est plus petit que l'autre. Après tu tournes, après tu tournes. Bien sec. Et voilà, c'est parti pour environ 1 heure avec un tourné de doigts bien spécial, une technique transmise par la maman, un savoir-faire qui fait qu'aujourd'hui, en la matière, Georges et Alfred ont acquis une bonne réputation. Quand on fait des balles séchées, c'est plus résistant. Hein. Mais des balles où c'est commencé avec des trucs mouillés et du jus récupéré, hein, c'est pas... C'est bon une fois, jouer une fois, deuxième fois, la balle peut casser. Et voilà ce que cela donne au final, une nouvelle balle de cricket prête à l'emploi et aux normes, ni plus ni moins que 7 cm. Pour terminer, un petit détour par cet endroit créé par la nature. On est à environ 1 km de Tadine, c'est l'aquarium naturel, sorte de piscine creusée dans le corail et où viennent se réfugier des dizaines et des dizaines de poissons. Si un jour vous venez à Marais, c'est vraiment un endroit à ne pas manquer.
Eh bien, quant à nous, c'est ici que s'achève ce nouveau numéro d'En Commune. Prochain rendez-vous dans 15 jours, de retour sur la Grande Terre et plus particulièrement sur la côte ouest. Et puis, comme d'habitude, on se quitte en musique. Obligatoirement, on se devait de choisir le groupe de Marée, dont l'une des chansons illustre le générique de cette émission. Bien sûr, le groupe Gouré de Gélé, qui va d'ailleurs très bientôt fêter ses 10 ans. Très bonne soirée à tous.